Le voyage continue. Je suis définitivement à court de mots dans les registres de l'étonnement, de l'émerveillement et de la joie d'être là. J'aurais dû apporter avec moi le dictionnaire des synonymes. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Hier, samedi 11 septembre, ciel très bas, beaucoup de neige toute la journée, mais une neige trop humide pour tenir dans le village. Elle rafraîchit seulement les sommets environnants. De bon matin, les rues du village sont animées par les enfants de l'école qui participent à un challenge sportif. Les conditions sont exécrables, mais c'est pas ça qui va les arrêter. En Norvège, ils se disaient « Pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements ». Cela s'applique peut-être pour les adultes, mais la plupart des gamins sont en pull, à moitié débraillés et en sueur avec tous leurs efforts. Car c'est d'un vrai challenge sportif dont on parle aujourd'hui. Les instituteurs que je rencontre au niveau de l'héliport m'indiquent que les enfants doivent faire des tours du village en passant par les deux points opposés en hauteur. Héliport et station météo. Une boucle qui fait 4 km quand même. Et je ne sais pas trop estimer le dénivelé, mais il doit y avoir au moins 200 mètres jusqu'à la station. Je dois pouvoir vérifier l'altitude de la station météo quelque part. Il s'avère que la station est à 68 mètres. Elle paraît bien plus haut. Les plus courageux, impressionnants, un groupe de 4 dont le fils de Mette, Brie Anne, 11 ans, fait quand même 3 boucles, 12 kilomètres. Gabarit différent des nôtres, c'est évident. En expliquant ma présence ici aux instituteurs curieux, je glisse que je suis paléoclimatologue de formation et que je serais ravie de pouvoir intervenir en classe s'ils le souhaitent. Ça tombe parfaitement bien. La dernière semaine de septembre portera sur le climat. Je propose donc mes services qui sont acceptés volontiers. Je pourrais retrouver ma zone de confort scientifique. Faire de la transdisciplinarité peut rendre en effet un peu schizophrène. Je développerai sur le sujet. Je vous le promets. Je profite du mauvais temps pour me plonger dans la lecture de Jarl Riel, qui parle du Groenland d'un autre temps. En 1950, sur l'île d'Ella, les 20 ans de Riel vont s'inspirer de la vie des populations du Groenland. Et c'est face à un auditoire très restreint, dans les nuits glaciales d'une base d'études austère où le temps doit passer, que le conteur est né, livré à sa seule imagination. Ja, det var ikke så stort. Det bestod af 3 bøger. En lærebog i radioteknik, en telekommunikationskonvention, 1200 sider, og en lærebog for unge grønlandske husassistenter. Marqué par une identité et une culture inuite très forte, riche de savoir-faire et entouré par les esprits, dans le temps de bien avant la colonisation, par les Danois qui a fait des ravages. Je profite de ce calme pour me poser un peu et méditer sur ce voyage d'études, sur ce qu'il m'apporte depuis 3 jours, ou plutôt sur le bouleversement en cours. Alors que je m'apprêtais à sortir me balader un peu, faire une boucle du parcours sportif, Mette m'invite à manger. Repas tardif, précise-t-elle, à 18h. Comme je m'en tiens aux sages conseils que l'on m'a donnés avant de partir, je me retrouve une nouvelle fois à table avec la famille. C'est boulettes de viande de bœuf musqué ce soir. Encore un vrai délice. Un plat où les boulettes sont accompagnées de légumes. Un mélange de maïs et petits pois congelés que l'on peut trouver au magasin. L'autre juste grillé. Je me régale. Je vais finir plus carnivore que jamais avec ce séjour. Mais je dois reconnaître que j'ai besoin de ces protéines animales pour me tenir chaud. Et j'aime savoir que c'est le produit d'une chasse familiale. Ils ne mangent pas d'autre viande que celle-là. Elle a une vraie valeur et un impact environnemental réduit si je reprends nos repères européens que je tiens à distance. Et enfin, ils semblent super heureux de me voir apprécier. La suite de la soirée se passe dans le sofa à écouter des récits incroyables de la vie de Mette. Récits dans lesquels, une nouvelle fois, la résilience est centrale. Cette femme est fascinante et mériterait un ouvrage à elle seule.
Je m'interroge néanmoins sur la manière de me saisir de ces propos échangés dans un cadre de détente, voire même d'intimité. Cela me questionne sur la place que je dois avoir, garder, ou sur la manière d'aborder ces temps de discussion. Il est indéniable que je dois en discuter avec mes collègues. En attendant, je partage une vraie connivence avec Met, malgré le grand écart culturel. Nous nous trouvons beaucoup de points communs en partageant nos perspectives. J'ai l'impression que nous en sommes troublés toutes les deux. Cette date un peu particulière me renvoie 20 ans en arrière, lors de mon premier voyage aux USA, à Woods Hole, et puis évidemment New York. Nous nous rappelons tous ce que nous faisions ce jour-là, où nous étions, et avec qui lorsque l'inimaginable s'est produit. Ici, comme ailleurs, ces événements ont marqué. Ce triste événement crée un lien singulier. Dimanche 12 septembre. Ciel dégagé, air très froid et sec. Je suis réveillée tôt pour un dimanche matin. Quelque chose dans l'air donne envie d'aller voir dehors. Je suis à nouveau époustouflée par la lumière, par la clarté des contours de ces montagnes de l'autre côté du fjord. Elles ont blanchi depuis jeudi. Le contraste avec l'eau du fjord n'en est plus que marqué. Je fais un tour du village et malgré l'heure matinale, il est 7h15, je sens déjà une forme de fébrilité dans les rues. Il y a de l'agitation, de la musique très forte dans un appartement, les croissements vraiment disharmonieux de corbeaux, le bruit des quads qui commencent à aller et venir. Je descends jusqu'à la jetée et c'est bien là que tout se passe. Les chasseurs mettent leur bateau à l'eau et s'apprêtent à partir. J'observe en silence, assez fascinée, je dois l'admettre. Je reste discrète, réponds seulement par un sourire quand un regard vient croiser le mien. Un seul « Good morning » est inchangé lorsque l'un d'eux arrive d'un air jovial et salue la troupe. Quelque chose me dit que ce n'est pas le moment de dire ou faire quoi que ce soit. La mise à l'eau des bateaux et tous ces préparatifs est un spectacle en soi. Et j'évite également de prendre des photos. Ça me paraît inconvenant à ce moment. Je suis une fois de plus tentée par une escapade en direction de la baie des Morses. Et non, comme je l'ai dit précédemment, Walrus Bay, la baie des phoques. Mais j'avise qu'il serait plus prudent de prévenir quelqu'un. J'envoie donc un message à Met qui me dit qu'ils partent en famille chasser. J'ose demander si je suis la bienvenue. C'est peut-être déplacé, mais je sais que Met ne se gêne pas du tout avec moi. Et toute la famille est d'accord. Dois-je préciser le sourire toute dent dehors qui vient marquer mon visage ? Ceux qui me connaissent l'imagineront bien. Je prends des habits chauds, de quoi manger, du thé, de quoi faire pour la journée, et je les retrouve chez eux pour les aider à préparer le bateau qui est juste devant la maison. Tout est vite chargé et le bateau est déplacé vers la jetée et mis à l'eau à l'aide d'un caterpillar qui appartient au père de Met. Nous voilà partis très vite sur les deux eaux qui cachent bien leur jeu. On pouvait penser que la mer était calme. Elle s'avère bien agitée et de plus en plus en allant vers le fjord au fond duquel se trouve Nerlerit Inat, Uri Fjord. H décide de faire demi-tour à l'entrée du fjord, bien après avoir dépassé Cap Hop, un des hameaux du village qui tient lieu de résidence secondaire pour certains habitants du village. On se dirige alors vers l'embouchure du Scoresby Sandfjord, en direction de Cap Tobin, l'ancien village, utilisé maintenant par les chasseurs ou comme lieu de villégiature pour les week-ends ou les vacances, en particulier pendant l'hiver. On s'engage alors dans une baie très calme, juste après Cap Swinson. H semble avoir repéré un phoque. On arrête le moteur, il sort le fusil et tout le monde, moi compris, est à l'affût. Mais cela ne sera pas pour tout de suite. On change de baie. On débarque dans celle qui se trouve juste avant le village, Andrup Haven. L'endroit est calme et permet un accostage très simple.
C'est un port naturel utilisé pour les voiliers, des touristes ou les autres explorateurs quand la mer est agitée près du village. Pause pique-nique très chaud, saucisse knacky réchauffée. Même cette viande-là me paraît bonne tant je suis frigorifiée. Pain, fromage. Puis Dina nous fait remarquer que l'endroit regorge de myrtilles, le blackberry, une espèce plus foncée et plus petite que celle qu'on peut trouver dans nos montagnes. Et c'est parti pour une cueillette fastidieuse mais très motivante. Malgré les mains gelées, avec Mette, on récolte presque 2 bocaux de ces petits fruits. Une bonne confiture en perspective pour la famille. Bella, qui a été malade depuis le départ, demande à rentrer au village. Je vais me joindre à elle pendant que le reste de la famille continue son expédition. Il semblerait que le vent se soit calmé et que les eaux du fjord, initialement visées, soient enfin praticables. Le froid a encore une fois raison de moi. Si j'ai l'occasion de repartir en mer dans les prochaines semaines, je vérifierai auprès de Nanu Travel pour louer une paire de chaussures plus chaudes. Je ne peux pas me laisser limiter comme ça. Je ne manque pas d'activité pour finir la journée. Il me faut presque 3 heures pour noter les discussions, échanges et événements des dernières heures. Puis, je redescends vers la jetée. J'ai envie de voir les chasseurs revenir avec leur butin. Et là aussi, c'est un spectacle. La chasse a été bonne. Plusieurs bœufs busqués ont été attrapés et je vois au moins un phoque dans un bateau. Tout le monde a le sourire et c'est plus facile de parler un peu avec eux à cette fin de journée. Je rencontre même le petit-fils d'Evald, avec qui j'échange quelques mots alors qu'il est en train de piloter un drone dernier cri qui donne des images incroyables du village. Il l'utilise aussi pour la chasse. Le contact a été établi avec les chasseurs. J'y reviendrai. Pour l'heure, je rentre au chaud. Je sens que je vais bien dormir cette nuit.